Merci Christian Abégan. Il n'y a pas d'Afrique sans musique, il n'y a pas d'Afrique sans polyrythmie, il n'y a pas d'Afrique sans dissonance, il n'y a pas d'Afrique sans contrepoint. Je vais parler avec François Bensignor de toute cette Afrique qu'il a suivie durant 50 années de difficultés à promouvoir la musique, 50 années à émerger, 50 années à finalement se faire admettre comme musicien, tout simplement comme virtuose. C'était très très difficile pour les Africains justement de se révéler, François Bensignor. Oui, je crois qu'il y a eu quand même une ouverture qui s'est... En fait, ce qu'il faut dire, je crois que c'est quand même l'Afrique qui a été le leader de la reconnaissance culturelle de ces musiques différentes. Hein. J'aime bien parler aussi de la différence. D'abord, parce qu'il y a eu une musique qui s'est créée au-delà des mers par les descendants de ceux qui ont été déportés dans des conditions ignobles, mais qui ont permis malheureusement de revenir à la source, à l'essence même de ce qui pouvait peut-être représenter la réalité et la profondeur de l'humain, de l'homme, de l'humanité. Et ces musiques qui se sont créées dans les îles des Caraïbes, qui se sont créées dans tout le continent américain, et qui sont après revenues vers l'Afrique. Effectivement, la reconnaissance de l'Afrique elle-même, elle n'a pas commencé par l'Afrique. Elle a commencé par l'Amérique. Et je dois dire que personnellement, enfin, là c'est vraiment, bon, désolé de parler en mon nom personnel, mais c'est vrai que je n'aurais pas été guidé vers les musiques africaines si je n'avais pas si mon audition, mon intérêt, mon intuition, mon émotion n'avait pas été sollicitée par de grands artistes comme Miles Davis, John Coltrane, comme tous ces grands artistes qui ont lutté aussi chez eux pour libérer la parole, libérer leur existence des liens qui avaient été forgés depuis des siècles, puisque leur peuple était là. Et je crois que c'est cette parole, cette voix de la musique qui a été la première à diffuser le message de l'humanité qui se trouve au cœur profond des musiques africaines. Est-ce que vous pensez effectivement que cette dimension essentialiste n'a pas été préjudiciable au tout départ à la reconnaissance des musiques africaines? Je ne sais pas, parce que bon, c'est vrai aussi qu'il faut considérer le différentiel politique, le différentiel économique. On est là pour fêter 50 ans d'indépendance. 50 ans, c'est très peu. Et il est vrai que pendant ces 50 ans, des habitudes se sont conservées. Et des habitudes qui sont fortes, qui sont fortement ancrées, et que c'est difficile aussi de passer la barrière économique, de rentrer dans les circuits, parce que les circuits économiques, ils sont établis, ils sont gérés par des puissances, des pouvoirs économiques, et qu'on ne rentre pas qui le souhaite. Et c'est vrai que pour les musiciens africains, pour la plupart d'entre eux, ils ont dû se déplacer, venir jusqu'au cœur des publics européens, montrer la réalité de leur talent pour être reconnus. Et ça n'a pas été toujours facile. Et quand ils arrivaient, pour la plupart du temps, ils étaient déjà des artistes très reconnus chez eux. Et il leur a fallu recommencer au début, conquérir les publics, conquérir à travers un message différent. Mais est-ce que l'instance de validation justement des musiques n'a pas été finalement l'Europe et les États-Unis sans qui on n'existe pas? Ben oui, parce que ce sont là que sont les marchés et que pour exister,
Aujourd'hui, il faut avoir une place sur un marché. Et le marché, voilà, on a le différentiel financier qui existe. Il y a des structures qui existent aussi. Aujourd'hui, en Europe, on peut se réjouir du fait que des réseaux se sont constitués, qui ne sont pas uniquement des réseaux affiliés au réseau de ce qu'on appelle le showbiz, entre guillemets, mais que depuis, et là ça fait pas plus de 20 ans, hein, qu'ils ont commencé à se structurer, mais depuis une vingtaine d'années, des réseaux de musique du monde, donc des réseaux d'amateurs, des réseaux de producteurs, des réseaux d'artistes et d'accompagnateurs des artistes a commencé à se créer. C'est un réseau qui est encore jeune et il représente encore une, une partie assez faible du marché général de la musique, hein, des musiques actuelles. On peut dire que ce réseau des musiques du monde aujourd'hui en France, il représente en gros 4% en termes de vente d'albums, et c'est bien général, hein, ce n'est pas uniquement les musiques africaines. Vous qui êtes responsable justement au Centre d'information sur les musiques traditionnelles, là aussi il n'y a pas un problème, mais je veux dire que leur émergence a tardé à se faire parce que bon, comme elles n'étaient pas reconnues comme étant des musiques savantes, écrites, et que leur caractéristique de musique orale, est-ce que vous pensez que cela a fait qu'elles n'ont pas pu émerger ou tout simplement se valoriser à leur juste manière? Alors moi, je ne prendrai pas la question de ce point de vue, parce que les musiques traditionnelles, comme on le dit, ce sont des musiques de l'oralité d'abord. Et l'oralité, ça n'est pas un commerce. La relation de l'oralité, ce n'est pas une relation commerciale. Donc les musiques traditionnelles, elles se passent de génération en génération, elles se passent j'allais dire d'amateurs, mais c'est pas d'amateurs, enfin oui, d'amis de la musique, de gens qui embrassent la musique, à d'autres gens qui la sentent et qui ont envie de la partager. Mais ça ne se fait pas forcément sur un plan commercial. C'est-à-dire donc toute cette partie, bah oui, de tous ces grands mouvements de musique amateur qui est né au 19e siècle en France, bah, tout ça, ça n'est pas comptabilisé. Mais c'est une grande force, c'est aussi tous ces musiciens, tous ces danseurs, tous ces gens qui participent qui recherchent les racines de leur culture à travers leur musique, à travers leurs expressions chantées ou dansées, qui font aussi le public des musiques du monde, le public des musiciens professionnels. Je vais me tourner vers Philippe Gamou et François Bensignor évoquait la question de l'organisation du show business. Vous travaillez sur les problématiques de communication, étant conseiller en communication. Est-ce que vous observez ça comme étant une des lacunes principales, une des faiblesses principales du monde musical africain, l'organisation? Avant de répondre à la question, je voudrais faire un préalable. Le préalable, c'est que s'il est bien une chose à travers laquelle l'Africain peut s'affirmer, l'Africain et l'Afrique peuvent s'affirmer sur le plan international, c'est bien donc l'art et la culture, donc le domaine qui nous intéresse. Et donc, pour revenir à la question, c'est vrai que un artiste qui est bien entouré, qui est bien organisé et qui a un agent, un attaché de presse ou une société de communication qui l'assiste, aura forcément des résultats plus intéressants et plus probants que quelqu'un qui veut à la fois tout faire tout seul ou parce qu'il ne sait pas, surtout aujourd'hui où, avec l'arrivée des nouvelles technologies, où le travail devient, je dirais, plus accessible. Avant, bon, il fallait pouvoir rentrer forcément dans des grandes maisons de disques, et là, c'était pas donné, c'était pas aisé pour tout le monde, alors qu'aujourd'hui, il y a une industrie qui s'est mise en place, l'industrie culturelle. Si on veut définir l'industrie culturelle, comme on peut dire, c'est en fait un secteur qui conjugue à la fois la création, la production et la commercialisation des biens et des services culturels, avec en marge les droits d'auteur qui sont là pour les protéger. Et donc, quand on a ce système qui a ces trois volets, création, production et commercialisation, on se rend bien compte que
l'artiste lui-même ne peut pas assumer toutes ces différentes étapes. Donc il faut bien des gens qui vont presser les disques, c'est un autre métier. Il faut des gens qui vont porter le message de l'artiste auprès des médias, qui vont le relayer au grand public, c'est un autre métier. Donc ça part tout simplement de comment approcher, je ne sais pas, une maison de radio ou un journaliste, ou le faire passer dans une émission à grande écoute. L'artiste lui-même, il est un peu perdu, mais si vous lui demandez de se produire, là, il le fera sans problème. Mais il y a un travail en amont qui doit être fait, et ce travail en amont, c'est les agences et les attachés de presse et les sociétés de communication qui savent et qui ont l'expertise pour le faire. Simplement, souvent, nos artistes sont parfois réfractaires parce qu'ils n'arrivent pas toujours à mesurer, à quantifier la valeur du travail. Immatériel. Voilà, enfin. C'est ça un peu le problème des services en réalité. Voilà. Donc il y a des personnages qui ont émergé, Youssou N'Dour avec Peter Gabriel, Manu Dibango avec, depuis son aventure Sol Makossa, enfin, qu'il a révélé au monde. Comme ça, des personnalités qui sont fortes, qui sont installées. Est-ce que, justement, je parlais tout à l'heure de Ali Farka Touré, modèle reproductible, Manu Dibango, modèle, c'est un moule, Manu Dibango, est-ce qu'on peut avoir des Manu Dibango au Sénégal, au Mali, au Cameroun, au Bénin, au Togo aujourd'hui? Est-ce que c'est possible d'avoir, compte tenu de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, sur la question des industries culturelles comme étant un monde organisé, avec ses logiques, avec ses permanences et puis ses contradictions, mais également aussi un monde où il faut adopter tout simplement les codes? Alors, il y a une chose déjà qu'il faut savoir, c'est que l'industrie culturelle, à la différence d'une industrie comme la sidérurgie ou l'automobile, c'est une industrie qui ne nécessite pas forcément des investissements, mais plutôt qui requiert une capacité à mobiliser des ressources humaines. Et donc, si on a un bon joueur de, je sais pas, de kora qui peut convaincre un autre bon musicien, et donc ensemble, ils créent quelque chose qui va forcément interpeller, parce que les producteurs sont souvent ou en permanence à la recherche vraiment de l'originalité. Et donc, en ce sens, moi je pense on peut avoir des autres Manu Dibango, des Youssou N'Dour, ça c'est fortement possible, surtout aujourd'hui encore. Nous allons tout simplement inviter Aman Mana avec nous, qui va venir parler des médias. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des médias. L'accès aux médias, oui. L'accès aux médias. Aman Mana qui a, avec... le quotidien national de l'époque, qui était le seul quotidien avant qu'il ne vienne brouiller les cartes en créant Mutation, enfin le quotidien Mutation. Il parlera des médias et de l'accompagnement de l'expression musicale. Aman Mana a connu les Têtes Brûlées, par exemple, avec Jean-Philippe Aranda, quand l'émergence des Têtes Brûlées. Est-ce que les Têtes Brûlées étaient d'abord un phénomène médiatique avant d'être un phénomène qui est lié à la qualité des prestations musicales? Tu me prends comme ça à brûle pour point, et je connais d'autant plus les Têtes Brûlées que les Têtes Brûlées, je ne sais pas s'il y en a qui les connaissent ici. En fait, les Têtes Brûlées, c'est un phénomène musical, un peu feu de paille, mais assez fort pour avoir été remarqué, qui est apparu au Cameroun au cours de l'été 1987 et qui s'est éteint un an plus tard avec la mort du pilier du groupe, du bassiste Epeme Théodore Zanzibar. Merci. Les Têtes Brûlées sont nées dans une salle de rédaction. Les Têtes Brûlées ont commencé sur la table de Jean-Marie Anda, dans la salle de rédaction de Cameroun Tribune. Et Jean-Marie Anda était reporter au service culture de Cameroun Tribune. Et il était accessoirement saxophoniste le soir dans les bars pour mettre de l'ambiance. Et puis, les
les têtes brûlées qui étaient déjà, qui ne s'appelaient pas encore les têtes brûlées, sont venus le voir pour leur parler de ce qu'il faisait, pour leur dire ce qu'il... Il jouait déjà très bien. Et Jean-Marie Aranda, en fait, ils sont venus voir Jean-Marie Aranda pour que Jean-Marie Aranda fasse un article sur ce qu'ils étaient en train de faire. Et Jean-Marie Aranda a commencé à les fréquenter. Il a commencé à lui-même à faire le bœuf, comme on dit dans le monde de la musique, avec eux. Et il a conceptualisé ce que de jeunes gens faisaient déjà tout simplement pour gagner leur vie, parce que c'était des musiciens professionnels, mais ils gagnaient chichement leur vie en jouant dans un bar, dans un autre, dans un ou deux bars de Yaoundé. Et Jean-Marie Aranda, cet été-là, décide d'en faire un phénomène. D'abord, il change de nom, il change de look. Il se rase. À la punk. Oui, voilà. Ils font des espèces de punk à l'africaine. Voilà. Ils font des espèces de punk à l'africaine, et puis ils se peinturent le visage, et puis ils prennent le nom de tête brûlée. Parce que tête brûlée, dans l'expression camerounaise, ça veut dire quelqu'un qui... une tête brûlée. Quelqu'un qui se... Bad boy, si un méchant garçon, quoi, voilà. Donc, et puis, il y a un phénomène, il y a un concours de circonstances. Cet été-là, peu avant l'été, il y avait un festival à Yaoundé qui s'appelait le festival Yaoundé Jazz Festival, et qui avait été institué par quelqu'un qui s'appelle Guy Morette. Je ne sais pas, il était conseiller culturel à l'ambassade de France, je ne sais pas ce qu'il est devenu, peut-être qu'il est rentré. Et Guy Morette tombe amoureux de ce concept-là et décide de les amener en France, de les amener en tournée cet été-là. Et c'est comme ça que les têtes brûlées font un tabac dans le monde entier. Malheureusement, ça va durer seulement 10 mois, et puis le pilier va s'éteindre et le groupe va voler en éclats. Tout cela pour dire que c'est parce que, au-delà de la valeur brute de la musique qu'il y avait, il y a eu quelqu'un qui a su conceptualiser. Pour le cas d'espèce, c'était un journaliste, mais ça pouvait être quelqu'un d'autre. C'était un journaliste qui aimait la musique, mais ça pouvait être quelqu'un d'autre. Tout cela pour dire que il est utile, il est important que les musiques, tout ce que nous faisons, tout ce qu'on fait en Afrique, soit vendu de manière comme on vend toutes les choses dans le monde à l'heure actuelle, vous voyez. Donc il faut leur apporter cet emballage, il faut apporter l'emballage qu'il faut pour pouvoir vendre. Donc c'était pour parler, pour répondre à ta question sur les têtes brûlées, qui ont une histoire avec la presse.